Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Mouvement politique citoyen où nous allons vous parler des hautes cours de justice. Comment le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont pris un pouvoir qui me semble indu, comment ces hautes cours verrouillent le système et se placent en fait au-dessus du peuple et non au service de la France et du peuple. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Saint-Germain, professeur de droit. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Bonjour. Et auteur de l'excellent livre La République des juges contre la nation et comment en sortir. Donc là, je vais vous le mettre en présentation, que j'ai lu, qui est excellent. C'est un livre pour comprendre comment fonctionne la République des juges, avec beaucoup de rappels historiques tout à fait intéressants sur les relations entre les juges et le pouvoir. Et bien sûr, des solutions pour sortir de cette République des juges. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous pour nous aider au référencement de cette chaîne si cette vidéo vous plaît. Voilà, donc on va commencer, Bertrand Saint-Germain, donc merci d'être avec nous. On va commencer par la première question, qui est une question de curiosité. En fait, la Constitution de 1958 me semble un peu tordue dans tous les sens par le système. Quand on travaille sur le thème de la souveraineté nationale, qui est essentiel et cardinal, c'est les articles 3 et 4 de la Constitution, on se rend compte que sur une page Internet du Conseil constitutionnel, il est écrit « la souveraineté qui ne peut être que nationale ». C'est un peu étonnant par rapport à toutes ces idées de souveraineté européenne que l'on entend de la part du pouvoir et de partis puissants. L'article 3 et l'article 4 nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Donc la souveraineté nationale appartient au peuple. Et l'article 4, c'est les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Qu'est-ce que ça dit pour vous du Conseil constitutionnel et du droit en général, Bertrand Saint-Germain? Alors là, sur la page que vous évoquez, le Conseil constitutionnel finalement se borne à faire des rappels généraux tirés de la Constitution et finalement oublie ou néglige de les mettre en perspective avec les réalités du fonctionnement actuel. À beaucoup d'égards, sur les questions de souveraineté, la Constitution peut apparaître comme une forme de mirage. C'est-à-dire que l'on dit des choses, on les affirme, on les met en avant, mais finalement, cette affirmation de la réalité de la souveraineté nationale, d'une souveraineté qui ne peut être que nationale, eh bien, en définitive, cela se rapporte à une pratique politique qui est celle d'hier, et ce n'est absolument plus en phase avec la réalité du fonctionnement politique français, spécialement si on le regarde dans ses rapports avec l'Union européenne. Donc ici, on a des affirmations rituelles, mais qui n'ont finalement plus qu'un lointain rapport avec la réalité du fonctionnement politique français d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est la première chose à laquelle on peut penser. La souveraineté ne peut être que nationale. Ici, c'est une manière de s'inscrire, ça reprend effectivement le principe de souveraineté nationale. On sait que historiquement, on a mis une distinction entre une souveraineté nationale, sous-entendu une souveraineté exercée par les représentants du peuple, héritée de la Révolution et de la pensée de Sieyès, et une souveraineté que l'on a rétrospectivement qualifiée de populaire, reposant sur l'idée de démocratie directe et d'expression du peuple lui-même. Et la grande révolution que l'on voit intervenir, finalement, dans la formulation de l'article 3 de la Constitution en 1958, c'est la souveraineté nationale appartient au peuple, manière de fusionner finalement ces approches de souveraineté nationale et de souveraineté populaire, ce qui est confirmé par la suite de l'article en disant que cette souveraineté peut être exercée par les représentants du peuple, c'est-à-dire la souveraineté nationale historique, comme sur la 3e et 4e République, ou par la voie du référendum. On met une sorte d'équivalence entre les deux, d'équivalence en termes de légitimité, pour dire que c'est bien le peuple qui s'exprime, c'est lui qui a le pouvoir, qu'il le fasse directement ou par les représentants. Maintenant, cette constitution a été adoptée il y a bientôt 70 ans.
La réalité, c'est que les référendums, il n'y en a guère. Ils sont souvent d'ailleurs détournés de leur objet, mais c'est une autre question. Et la réalité de la pratique politique, c'est que sous la Ve République, comme auparavant, ce sont bel et bien les représentants du peuple et leurs petits accords électoraux qui expriment la volonté nationale par le biais de la loi. Enfin, petit mot pour le dire, les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. C'est un article qui est très général, qui ne veut pas dire grand-chose. Certains y ont vu et se sont inquiétés du fait que cela aurait pu être un moyen, en 1958, d'obtenir l'interdiction du Parti communiste. Ce n'est finalement aujourd'hui qu'une déclaration très générale. Voilà. Et donc, on a ces articles qui affirment la souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel qui déclare que la souveraineté ne peut être que nationale, et d'ailleurs, il ne peut rien dire d'autre, c'est ce que dit la Constitution elle-même. Mais on a une réalité de la pratique politique qui voit la souveraineté s'exercer, on va dire, différemment ou ailleurs. Voilà ce que l'on peut dire de ces propos en guise d'introduction. Moi, je serais un petit peu plus dur que vous, parce qu'en fait, une constitution, c'est quand même la règle des règles qui doivent être respectées. Alors, quand on lit l'article 4, les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Ça dit que le parti En Marche d'Emmanuel Macron, en fait, ne respectait pas la Constitution, puisqu'il voulait la souveraineté européenne. Ça, c'est le premier point. Or, la règle des règles, si on l'écrit, c'est pour les respecter, ces règles. C'est ça, moi, qui me choque personnellement. Et quand je vois la souveraineté nationale appartient au peuple, en fait, qu'il exerce par ses représentants, ça me dit que finalement, le Conseil constitutionnel, en laissant le traité de Lisbonne être voté en 2008 par les représentants du peuple, donc de donner la souveraineté nationale à l'Union européenne, il n'avait pas le droit de le faire, fondamentalement. Puisqu'en fait, si elle appartient au peuple, elle ne peut pas être donnée par les représentants du peuple qui ne font que l'exercer. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que finalement, c'est une règle des règles qui est tordue dans tous les sens au profit d'un système et de puissant, quoi, en fait. Parce que qu'est-ce qui aurait empêché, à partir du moment où c'est la règle des règles, il aurait fallu, à partir du moment où on donnait la souveraineté nationale de plus en plus à l'Union européenne, il aurait fallu changer la Constitution et donc se poser des questions sur le changement, enlever cet article 3, cet article 4 qui n'avait plus de sens, quoi, si on veut être cohérent. Alors, tout à fait. Mais en théorie du droit constitutionnel, on a évoqué la notion de constitution duale. La notion de constitution duale, finalement, exprime l'idée que dans la Constitution, il y a finalement deux constitutions ou deux approches de logique qui s'ignorent l'une l'autre. Voilà. Finalement, la révision constitutionnelle de 2008 et l'acceptation du traité de Lisbonne exprime bien cette idée. Finalement, on ajoute à la Constitution une pratique qui contredit la réalité du texte. Voilà. Sans avoir à se poser la question de la concordance, de la logique entre ces dispositions. On exprime également au début, à l'article 3, que le suffrage, finalement, appartient aux Français. On explique que sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. C'est ce que nous dit le dernier alinéa de l'article 3. Simplement, dans la réalité, quand on va au titre gouvernant le fonctionnement de l'Union européenne, on prévoit bien le suffrage des ressortissants européens résidant en France. Donc, on voit bien ici qu'on a un article 3 qui affirme que les Français votent, ils sont électeurs, et puis on a un article 76 qui permet le vote de ressortissants européens. Et l'article 76 ne se présente pas comme une dérogation au premier, de même que l'article 3 ne prévoit pas une dérogation. Il ne dit pas « sont électeurs les Français », sauf aux élections municipales et européennes. Donc ici, vous avez raison de le souligner, on a une approche qui est finalement très duale, avec des dispositions qui se contredisent l'une l'autre.
on peut à la fois affirmer la souveraineté nationale et dans le même temps organiser des transferts de souveraineté tels qu'ils ont lieu dans le cadre du fonctionnement de l'Union européenne depuis une cinquantaine d'années. Et finalement, on considère qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a effectivement un problème de fond. On a finalement une constitution technique dont les dispositions intérieures peuvent se contredire en soulevant des problèmes de fond. Et finalement, l'idée est de dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est conforme à la Constitution ou à une partie de la Constitution. Mais ce faisant, ça néglige évidemment les contradictions internes du texte. Ouais, tout à fait, qui ont été rajoutées pour l'Union européenne. Et c'est vrai que ce qui est choquant, c'est que ce qui est remarquable, pas choquant, mais ce qui est remarquable à bien comprendre, c'est que le droit, en fait, qui est considéré comme sacré, les juges vous parlent du droit qui est sacré, l'état de droit, finalement, il est toujours tordu au service d'un système, quoi. À la fin, il peut toujours être tordu par les puissants qui en ont l'usage, quoi. C'est ça qui me semble intéressant de souligner. Oui, le droit est un outil purement technique. Il a une dimension philosophique intéressante, il y a la justice, mais c'est un outil technique auquel on peut faire dire n'importe quoi, ou beaucoup de choses en tout cas, et faire justifier beaucoup de choses. Voilà, ça, on a ici une utilisation de la technique par une oligarchie qui est extrêmement nette. Ghislain Benessa en parle beaucoup dans son livre, en relevant que le général de Gaulle avait sans doute négligé l'importance qu'il y avait à la maîtrise de l'outil technique. Un petit côté, l'intendance suivra. La réalité, c'est que le droit, c'est technique. Ça peut être compliqué, c'est obscur. Et donc, on décide de grands principes et puis on laisse ensuite les juristes organiser cela. Eh bien, une fois qu'on laisse les juristes organiser cela, eh bien, faut savoir que c'est là où s'opère la réalité du pouvoir. Si je prends un exemple historique pour bien le faire voir aux électeurs, en 1848, on prévoit que le suffrage sera universel, libre, secret. Voilà, c'est la Constitution de 1848. Il en résultera l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Simplement, le Parlement, 2 ans plus tard, fera une révision, non pas constitutionnelle, mais simplement légale, sur les conditions pour mettre en œuvre ce suffrage. Et en particulier, on explique simplement dans la loi que pour mettre en œuvre le droit de suffrage, il faut pouvoir prouver sa résidence, dire que l'on habite à tel endroit. Simplement, on est en 1850, on n'a pas les mêmes outils administratifs et très vite se pose dans les bureaux la question de savoir comment est-ce qu'on va apporter la preuve de cette résidence. Et des juristes, des techniciens, des fonctionnaires, le mot technocrate n'a pas encore été inventé en 1850, mais finalement concoctent un texte qui explique que pour prouver sa résidence, il faut soit payer des impôts, être inscrit au rôle de l'impôt, mais ça, seuls les riches le peuvent, ou alors c'est l'employeur qui va donner un certificat prouvant ou expliquant que la personne travaille dans cette entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup d'emplois qui sont des saisonniers, d'une part, donc la condition de résidence ne sera pas prouvée, et puis finalement, ça donne les mains libres aux chefs d'entreprise, on les appelait les patrons à l'époque et pas les chefs d'entreprise, pour dire oui, cet employé est bien présent ou ne l'est pas. Il est évident que ceux qui étaient considérés comme étant de dangereux socialisants ne recevaient pas cette attestation d'inscription. Le résultat étant, on a estimé, ça a été que près de 20% du corps électoral a été écarté du suffrage par cette simple modification technique qui n'a jamais eu l'actualité, la mise en avant par la presse de l'époque. Et évidemment, les médias étaient très différents. Mais voilà, donc ici, ça révèle l'importance de la technique juridique qui, devant ne modifier rien, la Constitution n'avait pas été modifiée, le suffrage restait universel, mais techniquement, par les mesures d'application décidées dans les bureaux, on est arrivé au résultat contraire, voire en définitive au résultat que l'on souhaitait, c'est-à-dire
écarter du vote ceux dont on estimait que les suffrages seraient mauvais. Donc il y a une grosse importance de la technique juridique. Là, je parle des bureaux, mais ce sera la même chose de la part du juge ensuite, pour donner une interprétation de règles qui semblaient claires à tout le monde. Je me souviens de cette formule qui avait été utilisée, une loi n'est claire que pour celui qui l'a écrit. C'est-à-dire que le juge après ou l'administration pourront bien en faire absolument ce qu'ils veulent. Ouais, je comprends. Et je retiens le fait que, comme le dit Guilain Benessa, en fait, le droit peut devenir un rouleau compresseur contre le pouvoir, quoi. Ce qu'a été le droit européen contre le pouvoir au niveau national. Tout à fait. Autre question. Le Conseil constitutionnel reste finalement le même qu'en 1958, mais il a pris beaucoup de pouvoir. Alors, il y a deux questions. Quel est le rôle du Conseil constitutionnel dans la Constitution? Et pouvez-vous nous expliquer de quelle manière ce Conseil constitutionnel a pris tant de pouvoir? Le premier point pour comprendre cela, c'est de bien avoir à l'esprit quel était le rôle du Conseil constitutionnel en 1958. C'est-à-dire, quelle était l'intention des constituants lorsqu'ils font ce conseil. Ici, le point clé à retenir, c'est que 1958, c'est une forme de révolution juridique. On a un conflit qui dure finalement depuis la Révolution, pour faire simple, entre l'exécutif et le Parlement, qui finalement a vu un mouvement de balancier allant d'un pouvoir très fort pour l'exécutif, on pense à Napoléon ou à Louis-Napoléon, voire le maréchal Pétain durant la Deuxième Guerre mondiale, à d'autres périodes pendant lesquelles le pouvoir était concentré dans les mains du Parlement. Que ce soit 1793, la Troisième République, la Quatrième République, et finalement, dans les années 30, tout le monde s'accorde à dire que cette situation est mauvaise, qu'il en résulte une inefficacité de l'État et qu'il faut finalement rénover l'État. C'est un résultat à laquelle tous les juristes, tous les observateurs du phénomène politique s'accordent. Il faut rénover l'État. C'est ce que l'on a appelé la rationalisation du parlementarisme. Et lorsque, à la faveur des circonstances, le général de Gaulle revient aux affaires en 1958, il y a finalement chez lui l'idée qu'un certain nombre de réformes qu'il n'avait pu porter en 45-46, 44-46, du fait des circonstances politiques de la libération, eh bien, l'histoire lui redonne la possibilité de les mettre en œuvre. Il ne va pas laisser passer l'occasion. Et la Constitution de 58, ici, même si sa rédaction ne le dit pas explicitement, mais le général de Gaulle dira, une Constitution, c'est un texte, un esprit, des pratiques. Et suivant cette vision, le général de Gaulle va attirer vers l'exécutif toute la pratique politique, constitutionnelle, administrative française. Eh bien, dans l'architecture qu'il redessine, le Conseil constitutionnel possède un rôle central. Et son rôle, comme le dira Michel Debré en 1958 dans son discours de présentation de la Constitution, c'est, dit-il, une arme contre les déviations du parlementarisme. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est pensé à l'époque non pas comme une institution supposée garantir les droits de l'homme, mais bel et bien comme un outil technique à la discrétion de l'exécutif pour assurer sa férule sur le législatif. Voilà, ça c'est l'esprit. Maintenant, une fois que l'on a ça en tête, on peut comprendre les différentes missions données au Conseil constitutionnel. Il y en a une très simple, qui est de dire que le contentieux des élections parlementaires sera donné au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, jusqu'en 1958, c'est l'Assemblée et le Sénat elle-même qui pouvaient dire si une élection était régulière ou pas. Et on avait vu des excès qui avaient vu les députés et les sénateurs annuler l'élection de certains de leurs opposants politiques. Cela avait été très net au moment de l'élection de Poujade en 1956. Pour éviter que ça se renouvelle, on dit désormais ce contentieux, c'est le Conseil constitutionnel. On prévoit aussi que techniquement,
le Conseil constitutionnel sera le juge du fonctionnement du législatif. C'est-à-dire que lorsque les assemblées fonctionnent en vertu d'un règlement de l'Assemblée nationale, règlement du Sénat, eh bien, le Conseil constitutionnel va vérifier que ce règlement est bel et bien conforme à la Constitution. C'est la première fois que ce contrôle est fait. Et le Conseil constitutionnel, ce sera l'une de ses premières décisions, censurera les velléités du Parlement d'augmenter son pouvoir via ces règlements. Donc on voit ici, dans ces 2 premières missions, le Conseil constitutionnel a bel et bien une interprétation, une intervention à l'appui de l'exécutif. Et puis, il y a essentiellement ce fameux contrôle de la loi qui découle de l'article 61 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel devra vérifier que la loi est bel et bien conforme à la Constitution. Tel que cela est conçu, l'idée, c'est que l'exécutif doit pouvoir saisir le Conseil constitutionnel si d'aventure le Parlement outrepassait ses droits, c'est-à-dire concrètement, dans l'esprit de l'époque, ne respectait pas l'intention première de l'exécutif. Voilà quel était l'objectif. Simplement, cette situation de 1958 va évoluer. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, cela explique également pourquoi il y a finalement très peu d'institutions qui, en 1958, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, puisque la saisine est réservée à 4 autorités à l'époque, les présidents de chacune des chambres, Assemblée nationale, Sénat, le Premier ministre et le président de la République lui-même. Donc, on a des organes de saisine extrêmement restreints, d'autant que, finalement, si on voit cette idée de contrôle de la loi, sur ces 4 saisines, 4 autorités de saisine, finalement, cela sera très peu effectif, puisque si une loi est votée, c'est bien qu'il y a un accord entre le législatif et l'exécutif, le Premier ministre et la majorité politique, et compte tenu du fonctionnement politique de la 5e, si la loi est votée, c'est bien que le président l'a voulu, au moins jusqu'à ce qu'arrivent les cohabitations en 1986. Donc finalement, sur ces 3 autorités, il n'y avait politiquement de possibilité de saisine que réservée au président du Sénat. Donc finalement, cette autorité du Conseil constitutionnel sur la loi était extrêmement limitée. Les choses vont commencer à changer il y a une 50aine d'années, au début des années 70. Et le changement provient de 2 choses. La première intervient en 70-71, c'est la création de ce qu'on va appeler le bloc de constitutionnalité. Alors, c'est un gros mot, que nos auditeurs et téléspectateurs ne s'en inquiètent pas. Ici, cela signifie simplement que lorsque le Conseil constitutionnel va vérifier si la loi est conforme à la Constitution, il va entendre le terme Constitution non pas au sens strict, comme le texte composé des articles 1 à 92 à l'époque, 90 aujourd'hui de la Constitution, c'est-à-dire les articles en quelque sorte durs de la Constitution, mais il prend le mot Constitution comme un terme générique recouvrant un ensemble de dispositions, parmi lesquelles le texte lui-même n'est qu'une partie. Et il va dire que le contrôle qu'il est chargé de faire en tant que Conseil constitutionnel porte sur le texte de la Constitution, mais également sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789, sur le préambule de la Constitution de 1946 et sur un certain nombre de principes généraux dont aucune liste n'a d'ailleurs jamais été faite, les fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors, je ne vais pas développer l'artifice juridique par lequel le Conseil constitutionnel, sur lequel le Conseil constitutionnel s'est appuyé pour faire ce coup de bluff finalement, mais le résultat, c'est que jusqu'à 1971, finalement, on contrôle la conformité d'une loi aux articles 1 à 90, alors qu'après 1971, on contrôle la conformité de la loi, non pas seulement à la Constitution, article 1 à 90, mais également à la Déclaration des droits de l'homme,
au préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'à ses principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Or, Donc, en fait, le Conseil constitutionnel s'est auto-attribué à lui-même du pouvoir en faisant ça. il a élargi les normes de référence du contrôle et ce faisant, il s'est donné nombre d'outils pour exercer un contrôle beaucoup plus important sur la loi. Et ça, de manière très simple. Donnons un exemple. En 1789, parmi les droits naturels de l'homme, on évoque la propriété. La propriété est un droit naturel. En 1946, dans le préambule de la Constitution, qui est marqué par l'esprit de la résistance, du Conseil national de la résistance, on écrit notamment dans le préambule qu'un bien nécessaire à la collectivité doit devenir la propriété de la collectivité. C'est-à-dire que dans un cas, on fait de la propriété un droit naturel, et dans l'autre, c'est subordonné avec l'obligation de nationalisation. Vous imaginez bien qu'à partir du moment, c'est ce qui se passera en 1982 sur les lois de nationalisation, à partir du moment où vous avez une loi qui porte sur le contrôle d'une entreprise, est-ce qu'il faut nationaliser, respect du préambule de 46, ou est-ce qu'il faut au contraire conserver la propriété, respect de la déclaration de 89? Eh bien, à ce moment-là, c'est le Conseil constitutionnel qui fait un équilibre et qui arbitre entre ces positions. Arbitrer entre ces positions, traduction, ça signifie le Conseil constitutionnel fait ce qu'il veut. Il choisit la norme qu'il va faire prévaloir. En 1982, il dira, eh bien oui, on peut nationaliser. Mais attention, il faut payer le juste prix. Voilà. Et finalement, là, par cette extension des normes de référence du contrôle, le Conseil constitutionnel s'arroge un pouvoir qui n'avait jamais été prévu, d'une part, et ensuite, il se donne un pouvoir bien plus grand parce que le texte de 89 a été conçu, évidemment, il y a plus de 2 siècles. Il contient et il s'appuie sur des références philosophiques et culturelles qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel se donne un pouvoir tout-puissant. Il y avait d'ailleurs dans la juridiction de 1971 qui fait cette évolution, on a un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel qui agissent déjà comme de véritables sous-marins, qui sont en réalité des technocrates alignés sur l'esprit européen, sur l'esprit moderne, et qui profitent de leur situation pour amener à ces évolutions jurisprudentielles. Ça, c'est le point de départ. On donne au Conseil constitutionnel un pouvoir beaucoup plus fort. Simplement, ce n'était pas encore trop grave, parce que souvenez-vous, on l'a rappelé tout à l'heure, les autorités susceptibles de saisir le Conseil constitutionnel n'étaient que 4, dont 3 étaient en accord politique lorsque la loi était votée. Donc, il n'y avait de possibilité technique, opérationnelle, politique réelle de saisir le Conseil que pour le président du Sénat. Et d'ailleurs, la décision de 71 était intervenue sur saisine du président du Sénat. La deuxième étape de ce mouvement va intervenir en 1974 et cette étape est due à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing qui, dans les premiers temps de son mandat, dans les 2 premières années de son mandat, était tout empreint d'une volonté de rénover la société, de la changer, de la rendre plus jeune, plus moderne. Et c'est ainsi qu'il demanda au Parlement de procéder à la révision de la Constitution, qui est intervenue à l'automne 74, et qui a étendu les autorités capables de saisir le Conseil constitutionnel. Concrètement, on a expliqué à ce moment-là que 60 députés ou 60 sénateurs pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Traduction, on donne à l'opposition la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Et c'est là qu'intervient l'ouverture de la boîte de Pandore, véritablement, encore plus qu'en 71. 71 était une décision symbolique, forte, grave, mais elle restait très limitée au regard du fait que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas réellement être saisi.
En 1974, on donne à l'opposition, à un groupe de 60 députés ou de 60 sénateurs, la possibilité de saisir. Et ça, cela change tout. Parce que finalement, lorsque vous êtes dans l'opposition, le fonctionnement parlementaire est un théâtre. Vous êtes dans l'opposition, cela signifie que vous êtes minoritaire. Cela signifie que lorsque le texte sera voté, vous êtes assuré de perdre parce que vous êtes minoritaire. Le vote de la loi, le théâtre parlementaire se résume finalement, je crois que vous êtes en Provence actuellement, à la chèvre de Monsieur Seguin. Blanchette peut s'évader, elle peut manger l'herbe du pré, et puis le loup arrive, elle peut se battre toute la nuit, c'est la procédure parlementaire, il y a des artifices, on peut ralentir l'adoption d'un texte, on peut faire des exceptions de procédure, on se bat toute la nuit, mais à la fin, il y aura le vote. Et lorsque le vote a lieu, eh bien, l'opposition revient à ce qu'elle est, c'est-à-dire minoritaire, et la loi est adoptée. Le jeu parlementaire est un théâtre dont on connaît déjà la fin de la pièce. Sauf que là, il y a une autre possibilité. On peut gagner sur le tapis vert. On a perdu la partie, mais on en appelle au juge. Et ce juge, c'est le Conseil constitutionnel qui, finalement, lui, pourra nous donner raison, alors même qu'on aura perdu. C'est une équipe de football qui, à la fin du match, après avoir lourdement perdu, pose une réclamation en expliquant que l'un des joueurs sur la feuille de match des adversaires n'avait pas le droit de jouer parce qu'il faisait l'objet d'une suspension. Et on gagne la victoire alors qu'on a perdu 4-0. Philippe, vous remarquerez que je fais un très gros effort pour donner un exemple sur le football, parce qu'en principe, moi, je donne des exemples de rugby. Mais et là, à partir de cette révision constitutionnelle de 1974, le Conseil constitutionnel va prendre un envol qui ne s'arrêtera plus. Saisi par l'opposition de toutes les grandes lois, eh bien, il va peu à peu développer une jurisprudence constructive. En droit, quand on dit constructive, ça veut dire qu'on s'écarte du texte pour faire ce que l'on veut, qui va peu à peu limiter le pouvoir du législateur. Mais j'y reviens, et pour finir, cette évolution progressive du rôle du Conseil, son emprise croissante sur la loi, n'a tout de même été possible que parce que les acteurs politiques ont toléré cette évolution et n'ont jamais ou très rarement remis le Conseil constitutionnel à sa place, alors qu'il y a bel et bien, dans la Constitution elle-même, tous les moyens, et dans la pratique politique, de redonner le mot au souverain, c'est-à-dire le peuple français, soit directement, soit par ses représentants. D'accord, intéressant. Et alors, sur un cas concret, on va prendre un cas concret, justement. Le Conseil constitutionnel, il a été saisi sur la loi immigration, qui avait été portée par, je crois, c'était pas sous Barnier que ça avait été porté ou avant? Oui, au début, oui. Ouais. Et... me semble. Et en tout cas, sur cette loi immigration qui voulait limiter les flux d'immigration et sur la loi délinquance des mineurs, notamment, récemment. Et il a retoqué une partie importante de ces lois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Il y a, à beaucoup d'égards ici, une approche du Conseil constitutionnel qui le conduit à censurer un certain nombre de textes parce que, selon lui, il ne serait pas en accord, non pas seulement avec des règles constitutionnelles, mais avec des règles constitutionnelles telles que le Conseil constitutionnel les interprète, ce qui est quand même différent. Ici, ce qui s'apparente à un blocage peut tout à fait être dépassé. D'abord, et la classe politique nous l'a montré elle-même. Elle nous l'a montré en 1993. Alors, évidemment, c'était il y a 30 ans, ça peut sembler un peu loin. Je rappelle de quoi il s'agissait. Il s'agissait de la réforme du droit d'asile. Déjà, on avait constaté que suite à l'ouverture des frontières liées aux accords de Schengen et à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, ce qu'on a tendance à oublier, mais initié par le traité de Maastricht, eh bien, des demandeurs d'asile dans l'un ou l'autre pays européen, une fois leur demande rejetée, eh bien, se déplaçaient dans un autre État européen pour y déposer une nouvelle demande d'asile. Et se mettait ainsi en place une forme de tourisme de l'asile.
qui voyait des demandeurs, réfugiés économiques pour l'essentiel, se déplacer d'État en État jusqu'à pouvoir faire part d'une durée de résidence en disant non, mais ça fait quand même X années que je suis là, vous ne pouvez plus me renvoyer chez moi. Et on est en 1993, vous voyez, on n'a quand même pas beaucoup avancé en 30 ans, on n'a toujours pas su trouver les moyens de réformer cela, parce qu'il manque une volonté, évidemment. Et en 1993, dans le projet de loi immigration de Charles Pasqua, projet de loi immigration, déjà, on prévoit une disposition qui dit qu'un demandeur d'asile qui aura déjà été refusé dans un autre pays européen qui présente des garanties équivalentes en matière de droits de l'homme, eh bien, si sa demande a été rejetée en Belgique, en Italie ou en Allemagne, et qu'il dépose à nouveau cette demande en France, il n'y a pas nécessairement lieu de faire un nouvel examen de sa demande. Cette loi est déférée par l'opposition, socialiste d'ailleurs, comme elle peut le faire depuis la révision constitutionnelle de 1974 dont on a parlé. Cette loi est transférée au Conseil constitutionnel, présidé par l'honnête et le remarquable Robert Badinter. On sait que François Mitterrand, dès la première cohabitation, ceci rappelle d'ailleurs notre époque, avait veillé à placer ses créatures, ses protégés et ses fidèles au poste clé de la République pour limiter et rendre difficile la gouvernance de ses successeurs. On voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, Robert Badinter préside le Conseil constitutionnel, un Conseil constitutionnel marqué par des personnalités de gauche qui censurent cette disposition de la loi immigration. En disant, il y a dans le préambule de 1946 une garantie du droit d'asile, c'est contraire à la Constitution de prévoir cela. Sauf qu'à l'époque, l'opposition de droite avait encore un tant soit peu de caractère. Eh bien, Édouard Balladur, Premier ministre, refuse cette situation. Il dit non, ce n'est pas possible. Que fait-il? Eh bien, quelque chose de très simple. Il dit, le Conseil constitutionnel dit que la loi est contraire à la Constitution. Qu'à cela ne tienne, changeons la Constitution. Et la loi avait été votée en juillet, elle est censurée fin août. En septembre, fin septembre, une révision de la Constitution est lancée par Édouard Balladur, Premier ministre. La loi de révision constitutionnelle est votée par l'Assemblée nationale, elle est votée par le Sénat. Les deux chambres sont réunies en congrès et début novembre 1993, il y a un nouvel article 53-1 à la Constitution dans lequel est inscrite la possibilité de refuser une demande d'asile si elle l'a déjà été par un partenaire européen. Point barre. Et il y a tout un débat dans les pages du Monde entre Édouard Balladur, qui a dénoncé ce coup d'État du Conseil constitutionnel, ce coup d'État juridique, et évidemment, Saint Robert Badinter lui répondra dans Le Monde que pas du tout, le Conseil constitutionnel ne fait pas de politique, c'est un organe démocratique qui protège l'état de droit, enfin tout ça on le connaît. Mais le résultat technique, c'est que la Constitution a été modifiée, le Parlement a repris la main, et ce qui avait été déclaré contraire à la Constitution au mois d'août est devenu la Constitution au mois de novembre. Donc ici, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il ne faut jamais oublier que le Conseil constitutionnel, on est trop silencieux sur ce point de vue, le Conseil constitutionnel ne dispose que d'un pouvoir d'avant-dernier mot. Voilà, la position oui, parce qu'on peut changer la Constitution en dernier mot, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, que ce soit par les représentants, comme cela a été fait en 1993, mais on peut aussi recourir au référendum, et c'est là qu'on voit que tous les dirigeants de l'opposition, toutes les grandes figures politiques mettent en avant désormais la nécessité de réviser la Constitution finalement pour passer outre l'opposition du Conseil constitutionnel. Ouais, parce que sinon, dans le cas de ce retocage de loi immigration, d'articles importants de la loi immigration et de la loi délinquance des mineurs, ça veut dire que le Conseil constitutionnel s'est posé en législateur, ce qu'il n'est pas
d'une manière, voilà, de manière. Tout à fait. Et donc, voilà, la réponse du pouvoir, c'est soit de changer à minima la Constitution pour faire entrer le droit d'asile dedans, enfin une limitation du droit d'asile dedans, ou ça pourrait être de changer, de bien préciser, par exemple, que le Conseil constitutionnel ne peut plus juger que selon le corps de la Constitution. Ça pourrait être une idée comme ça. Et Ça, non selon le préambule et les droits de l'homme et du citoyen. voilà, ça, c'est effectivement une possibilité. On peut bien sûr vouloir modifier la Constitution. La seule réserve qu'on peut avoir là-dessus, c'est qu'une Constitution, c'est pas un catalogue de lois. Simplement, ici, cette idée de modifier la Constitution s'inscrit exclusivement dans une volonté de contourner les blocages générés par le Conseil constitutionnel. Maintenant, évidemment, ça suppose une volonté du pouvoir politique et une seconde branche de l'alternative pourrait être de ramener le Conseil constitutionnel à sa place. Oui, tout à fait. Bon, très intéressant. On va passer maintenant à une autre haute cour, en fait, mais qui a de l'impact, et c'est le lien avec Conseil constitutionnel et Conseil d'État. C'est la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est un peu la Cour suprême de l'Union européenne, finalement. Oui. Dans quel cas, rapidement, dans quel cas la CJUE rend-elle des décisions et que fait le Conseil constitutionnel quand la CJUE se prononce? Alors, le principe de fonctionnement de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que la Cour de justice juge des litiges relatifs aux droits de l'Union européenne. Point. Donc, dans les affaires qui justifient le fonctionnement du droit européen, il faut un juge, ce sera la Cour de justice de l'Union européenne. C'est intellectuellement satisfaisant pour une raison assez simple. Alors, c'était vrai dans une Europe à 6, ça l'est plus encore dans une Europe à 27. Si se pose un litige quant à l'interprétation de l'article 12 du règlement de 2004, comment est-ce que cette notion de l'article 12 du règlement de 2004 doit être interprétée? Si on laisse cette interprétation au juge national, eh bien, le juge roumain, demain, dira l'article 12, ça veut dire telle chose. Ça s'applique comme ça. Et puis après-demain, le juge danois va dire l'article 12, non, l'article 12 de la directive, au Danemark, il s'applique comme cela. Et puis le juge français dira l'article 12 de ce règlement, s'applique ainsi. Et très vite, eh bien, il n'y aura plus un article 12, mais il pourrait y avoir 27 interprétations de l'article 12. Ce qui intellectuellement n'est pas cohérent, chacun en convient. Donc, du point de vue de l'Europe, pour affirmer cette cohérence, eh bien, il y a un juge qui va donner la bonne interprétation de l'article 12. Voilà. Du point de vue européen, c'est assez logique. Simplement, évidemment, ce mode de fonctionnement, cette réflexion va fonctionner comme un rouleau compresseur des différences et des interprétations nationales, avec une complicité très forte des juges nationaux. Parce qu'il y a dans le droit de l'Union européenne une disposition intéressante, parce que ces litiges relatifs au fonctionnement de l'Union européenne, ils ne naissent pas à Strasbourg et Luxembourg. Ils vont naître au tribunal judiciaire de Limoges, où un justiciable, souvent dans un contentieux avec le fisc, va dire oui, mais là, la règle que l'on veut m'appliquer n'est pas conforme au droit européen. Parce que vous appliquez l'article 12 du règlement de 2004 de telle manière, mon conseil et moi, mon avocat et moi, avec mes conseillers financiers éventuellement, on pense que ça doit s'appliquer différemment. Concrètement, d'une manière qui m'intéresse. Et là, le juge français, mais c'est valable pour tous les autres juges de l'Union européenne, au lieu de trancher lui-même, on peut penser qu'en tranchant lui-même, il privilégierait quand même une interprétation nationale française, il a la possibilité de stopper le procès et de poser la question directement au juge européen en disant « Monsieur le juge européen,
comment est-ce que, dans cette affaire qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Limoges ou le tribunal administratif de Toulon, comment est-ce que l'article 12 de ce règlement de 2004 doit s'appliquer? Et là, le juge de l'Union européenne va dire « Merci, mon bon petit serviteur, vous avez bien fait de me poser la question. L'article 12 du règlement de 2004 doit s'appliquer de cette manière-là. » Et à partir de là, cela vient mettre fin à la toute-puissance de la loi. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que cela implique, c'est qu'une loi, à l'instant même où elle est votée par le Parlement français, déclarée éventuellement conforme à la Constitution, puisque le Conseil constitutionnel aura cette fois-ci, dans sa grande sagesse, autorisé le législateur à agir, la loi est prise, les règlements d'application sont pris, enfin on a notre réforme législative qui, quelques jours après son application, peut se trouver stoppée par l'action de n'importe quel juge, de n'importe quel tribunal de France, que ce soit le tribunal des prud'hommes de Béthune, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ou le tribunal administratif de Rennes. N'importe quel juge pourra dire « Ah oui, mais là, il y a un problème d'application du droit de l'Union européenne, on stoppe l'application de cette disposition ». C'est-à-dire concrètement, de la loi qui a été votée par le Parlement et déclarée conforme à la Constitution par le Conseil. Et ce juge va, en caricaturant, on pourrait dire, demander l'autorisation au juge européen d'appliquer cette loi. Alors, évidemment, il ne demande pas l'autorisation, il demande comment doit s'interpréter telle disposition du droit français au regard des saintes règles européennes. Et c'est alors que le juge européen va nous dire « Mon bon monsieur, vous n'aviez pas le droit de faire ça. » Ou alors, des fois, vous aviez le droit, attention. Hein. Mais en tout cas… Juste une question, le juge, il s'adresse directement à la CJUE ou il passe par un autre organe? Eh bien, justement, dès qu'est en cause l'application du droit de l'Union européenne, il saisit directement la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Et ça… ça marque la fin de la toute-puissance de la volonté législative française. On ne peut sortir de ça que dans le cadre d'un bras de fer explicite et direct avec le système européen dans son ensemble. Mais comme vous le dites, l'Union européenne, c'est quoi? C'est tout simplement le droit européen. L'Union européenne, ce ne sont pas des armées, ce sont des fonctionnaires et du droit européen. Oui. Et donc, leur outil de puissance, c'est le droit et le fait d'appliquer uniformément ce droit. Donc, ils ne vont jamais y renoncer. Forcément, ça serait faire éclater l'Union européenne que de dire le droit européen pourrait s'interpréter différemment à différents endroits. Disons qu'il y a une nécessité logique du point de vue de ce fonctionnement de l'Union européenne d'induire qu'il doit s'appliquer uniformément. Mais il faut bien voir aussi, et là il ne s'agit pas de diminuer la responsabilité de l'Union européenne, mais le moment où ces principes et mécanismes ont été écrits et mis en œuvre, on est dans une Union européenne à 6, d'une part, ça n'enlève rien à la réalité des mécanismes, mais surtout dans un champ matériel de l'Union européenne qui est beaucoup plus restreint que ce qu'il est devenu à la suite de l'acte unique européen de 1986, des traités de Maastricht de 92 et de Rome. Ensuite, le traité de Lisbonne n'a pas changé beaucoup de choses sur le fond, sur les matières gouvernées par le droit européen. Les vrais changements sont intervenus entre 86 et 92. C'est-à-dire que ce qui peut s'entendre d'un point de vue technique, vu de l'Union européenne, la nécessité d'avoir la même interprétation des règles, devient l'outil d'un système à tuer les spécificités nationales après 86-92, avec une complicité évidemment de tous les acteurs juridiques internes. C'est clair. Donc, en fait, par ce moyen, la CJUE donne toujours raison au droit européen, en fait, quasiment, contre le droit français, et donc évidemment donne toujours raison à la volonté de l'Union européenne contre la volonté de la France. Voilà comment ces hautes cours ont un pouvoir absolument gigantesque. Et on peut ajouter à la volonté de l'Union européenne telle qu'interprétée par le juge européen. C'est encore… Bien sûr. C'est pas nécessairement la volonté de l'Union européenne. Vous voyez,
C'est la partie la plus intégriste européenne. Voilà, on peut penser au traité avec l'Amérique du Sud, le Mercosur. Ici, finalement, l'Union européenne, c'est-à-dire les peuples d'Europe au Parlement, ont voté contre ce traité. Tout à fait. Et la Commission européenne n'en a pas moins décidé une application anticipée avec un recours qui a été fait par un certain nombre de parlementaires européens. Mais ici, on voit bien que l'Union européenne, ce n'est pas nécessairement une volonté unanime. Ici, le juge européen s'inscrit très clairement dans une volonté d'Union européenne fédérale. Et le Conseil constitutionnel, quand la CJUE tranche, en fait, le Conseil constitutionnel se soumet à chaque fois. Alors, oui, même si dans la théorie constitutionnelle, il s'est réservé la possibilité de dire que si vraiment un jour une règle européenne portait atteinte à nos règles essentielles, là, il serait là. Ouais. Avec cette seule réserve qu'on ne sait pas ce que serait une règle nationale essentielle et que jusqu'à présent, quand il en a trouvé, il n'a jamais considéré que l'action européenne les remettait en cause. Et si le Conseil constitutionnel trouvait demain une disposition européenne qui portait réellement atteinte aux principes essentiels français, que ferait-il? Parce que du point de vue européen, il faut bien en avoir conscience, il y a prééminence et supériorité de toute règle européenne sur toute règle d'origine interne. Et dans toutes, il y a toutes. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'une circulaire, d'un décret, d'un arrêté, d'une loi ou de la Constitution. Pour le juge européen, lorsqu'il y a contradiction entre une règle constitutionnelle nationale et une règle européenne, c'est la règle européenne qui s'applique. Donc, demain, notre Conseil constitutionnel, s'il trouvait le courage de s'opposer ou de limiter cette volonté européenne, serait bien nu. Parce que, et d'ailleurs, dans ses décisions relatives à la question, il l'a dit par avance. Il a dit, dans ce cas-là, on ne pourra pas appliquer la règle européenne à moins de réviser la Constitution. Et on revient, c'est-à-dire sur ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, toutes ces bizarreries, c'est le fait que c'est absurde, c'est artificiel de faire coexister deux droits différents. On peut avoir qu'un système de droit et qu'un système de pouvoir. Et là, on a deux systèmes de droit et deux systèmes de pouvoir. Un qui affirme des principes et l'autre qui organise la supériorité technique de l'Union européenne, c'est-à-dire une souveraineté politique légitime appartenant à la France et une expression technique du pouvoir qui appartient à l'Europe. C'est très bien résumé. Voilà. Pour passer à une autre question sur l'autre cour de justice, c'est le Conseil d'État, qui est moins connu. Alors, rapidement, quelles sont ses missions, en fait, et en quoi le Conseil d'État participe à la République des juges? Alors, le Conseil d'État a historiquement une double mission. La première, c'est celle d'être le conseil du gouvernement. Donc, le Conseil d'État va apporter son expertise au gouvernement sur la préparation des textes. Textes de décrets, projets de loi, en lui indiquant par avance les difficultés techniques qui pourraient se présenter, les difficultés juridiques et comment les résoudre, comment les éviter. Il y a au sein du Conseil d'État 6 sections, c'est-à-dire 6 départements, et 5 de ces départements, 5 de ces questions sont des sections consultatives. Les travaux publics, la section de l'intérieur, la section sociale, etc., etc. Donc, qui aident le gouvernement. Et puis, il y a la deuxième mission qui, en définitive, soyons sérieux, n'a rien à voir avec la seconde mission. Elle est tout entière exercée par la 6e section du contentieux. C'est finalement régler des litiges entre l'administration et les administrés. Cette fonction, elle est née finalement de la Révolution et de 1791, puisqu'en 1791, on explique que le juge ne peut pas entraver l'action de l'administration.
Donc, le juge ne peut pas connaître de l'action de l'administration. En disant ça, on a finalement on a voulu faire en sorte que le législateur, l'administration, le pouvoir exécutif, ne voit pas son action limitée par la justice. On se souvenait des tensions qui avaient marqué tout le XVIIIe siècle, où les juges s'opposaient longuement aux volontés de réforme du roi entre 1720 et 1780. Et en 1791, on dit bien, désormais, le législateur ne peut pas connaître de l'action de l'administration. Voilà, l'administration, en quelque sorte, agit hors de la justice, sans contrôle de celle-ci. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que l'action de l'administration peut soulever des litiges. Imaginons une diligence du ministère de la Guerre a un accident et abîme la maison, le bien d'un particulier. Il y a donc ici un litige purement matériel. Eh bien, comment faire? Devant quel juge aller? Et c'est ainsi qu'on va créer ce qui va devenir la justice administrative avec les conseils de préfecture, c'est-à-dire que dans chaque département territorial, eh bien, une structure sera chargée de connaître, on ne dit pas encore juger, des litiges entre l'administration et les particuliers. Ces conseils de préfecture deviendront, après la Deuxième Guerre mondiale, les tribunaux administratifs, et puis on pouvait faire appel des décisions de ces conseils devant le Conseil d'État et sa section du contentieux. Et puis, peu à peu, sous l'action de la responsabilité, eh bien, c'est-à-dire la responsabilité causée par l'action de l'administration, cette juridiction administrative va se développer avec, après la Deuxième Guerre mondiale, donc des tribunaux administratifs en tant que tels, et en 1986, la création des cours administratives d'appel, avec donc une organisation qui singe la juridiction judiciaire, une première instance avec les tribunaux administratifs, une juridiction d'appel, les cours administratifs d'appel, et la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, c'est-à-dire devant la section du contentieux du Conseil d'État. Et c'est ainsi créé, durant ces 2 siècles, une juridiction administrative à côté de la juridiction judiciaire. Donc, pour tout, c'est notamment les recours en responsabilité qui ont permis ce développement. Et très vite, un contentieux va se développer parallèlement. C'est ce qu'on va appeler le contentieux de la légalité. Concrètement, l'action de l'administration est-elle légale? Lorsque la mairie a pris cet arrêté municipal, est-ce qu'il a respecté les règles supérieures? Et c'est à nouveau le juge administratif qui va connaître de ce litige. Et si on se met 2 siècles plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit le résultat, c'est-à-dire que toute action de l'administration, qu'elle soit l'administration territoriale, mairie, conseils départementaux, régions, va se trouver, s'exercer sous le contrôle du juge qui va vérifier si oui ou non les règles supérieures ont été respectées. Voilà, donc vous donnez, une mairie accorde un permis de construire, le juge va vérifier que le permis de construire a été donné, délivré conformément aux règles supérieures gouvernant les modalités d'utilisation du sol. Cela a respecté le plan local d'urbanisme, mais cela a-t-il respecté les dispositions de la loi montagne? Voilà. Et ici, eh bien, toute décision d'administration, pour en arriver aujourd'hui, peut faire l'objet d'un contrôle de la part du juge. Et tout cela remonte au Conseil d'État dont les membres sont, il faut le dire, encore plus visiblement que la Cour de cassation, des membres marqués par leur appartenance politique, voire leur obédience culturelle. Et ces juges ont tendance aussi à juger dans un sens qui est toujours le même. Alors, non pas seulement un sens de gauche ou de droite, mais un sens qui érige leur toute-puissance en gouvernail de l'action publique. En gros,
redéfinissent les contours de la loi, quoi. Ils peuvent en fait changer un peu la loi. Tout à fait. Alors, on ne parle pas de changer, on parle d'interpréter. Et on Mmh. parle d'interprétation constructive quand on fait dire à la loi le contraire de ce que le législateur avait prévu. Mmh. C'est comme ça d'ailleurs que je crois le Conseil d'État a empêché, des terroristes d'être envoyés par l'administration française, des immigrés terroristes, d'être envoyés, pour, voilà et donc c'est un changement de l'application de la loi, quoi, complètement. Oui, très concrètement. Le juge détermine ainsi les contours de l'application de la loi, c'est-à-dire concrètement l'application de la loi. Ce n'est plus la loi qui détermine sa mise en œuvre, c'est le juge qui dit si oui ou non et comment la loi pourra s'appliquer. Décision d'expulsion, on va dire ah ben non, parce que cette personne est palestinienne et elle pourrait faire l'objet d'un génocide. Ou alors elle a telle personne de tel pays relève de telle minorité sexuelle qui, dans son pays, sera susceptible de faire l'objet de mauvais traitements. Donc l'expulsion est impossible. On a même eu récemment un étranger dont l'asile était reconnu en Grèce, mais qui était venu en France pour faire soigner son cancer parce que le traitement du cancer était meilleur en France, selon lui, qu'en Grèce. L'administration voulait le renvoyer, attention, en Grèce. Euh, eh bien, cela a été considéré comme n'étant pas possible. Voilà, c'est le juge qui dit à la place de l'administration ce qui est loisible d'être fait. Très bien. Un mot important dans tout ce système, cette architecture, c'est l'état de droit. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot fétiche du système? L'état de droit, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est du vent. Au départ, la notion d'état de droit, lorsqu'elle apparaît dans le discours politico-juridique au milieu des années 70, c'est l'idée que les autorités publiques, dans leur action, agissent conformément à la loi. Rien de nouveau sous le soleil. Ça signifie simplement qu'il ne doit pas y avoir d'arbitraire, que l'administration, lorsqu'elle agit, doit le faire en application de la loi et non pas selon le bon vouloir du chef de service ou de l'autorité locale. Cette affirmation, elle est classique, même si elle se formule ainsi au milieu des années 70, ça reflète une réalité intemporelle. Le droit n'a jamais été n'a pas comme raison d'être le domaine de l'arbitraire. On agit conformément aux lois. Simplement, en parallèle et en résonance avec ce que nous avons évoqué aujourd'hui, l'état de droit, ce n'est plus le respect de la loi, c'est le respect de l'interprétation que donnera, l'interprétation constructive que donnera le juge d'une disposition légale. Aujourd'hui, le respect de l'état de droit, c'est renvoyer un OQTF dans son pays d'origine parce que la loi exige qu'il soit renvoyé. D'ailleurs, l'obligation de quitter le territoire est donnée par l'administration préfectorale à l'issue d'une enquête en vérifiant les conditions, etc. Et oui, on ordonne le renvoi de cette personne conformément à l'état de droit. Et là, le juge va dire que selon son interprétation de l'état de droit, l'expulsion serait impossible. Ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect de la loi votée par le peuple et par ses représentants le plus souvent. Donc ici, on utilise l'épouvantail de l'état de droit pour faire peur, et c'est utilisé politiquement, médiatiquement, laisser entendre que l'administration ferait n'importe quoi, ce qui ne signifie pas qu'elle ne commette jamais d'erreur, évidemment. Mais ici, l'état de droit, c'est du vent, c'est un outil politique mené pour lutter contre toutes les possibilités de réforme aujourd'hui de la politique nationale. Ouais, en fait, on sanctifie ces processus par lesquels le juge a du pouvoir. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est qu'en sanctifiant ces processus, finalement, et donnant du pouvoir au juge, on enlève du pouvoir aux représentants des peuples. Voilà. Donc, l'état de droit, c'est le contraire du pouvoir au peuple, quoi, finalement, de la démocratie, Oui, dans leur acceptation. et c'est oublier une réalité importante, c'est que le juge n'est que le serviteur du peuple. Il est un fonctionnaire, il faut le rappeler, c'est pas un magistrat, on parle de magistrat, ce sont des fonctionnaires délégués au règlement des litiges survenant dans la société.
ils ne sont pas là pour se substituer à la volonté du peuple, ils sont bel et bien là pour protéger le peuple, la volonté du peuple et agir en son nom. C'est ça. Ils sont la bouche de la loi et non le législateur, quoi, comme on pourrait le dire. Oui. Alors, on arrive à la fin de tout cela, de notre interview. On se rend compte que ces hautes cours, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, prennent des décisions de droit qui finalement restreignent considérablement la volonté des représentants du peuple en censurant une loi pour différentes raisons. Maintenant, comment réformer? Donc, c'est devenu un verrou, en fait, un verrou complet pour le pouvoir. Comment réformer ce Conseil constitutionnel et le Conseil d'État pour que, en fait, le juge ne se substitue plus au législateur, qu'il soit au service du peuple et de la France? Dans mon essai que vous avez montré, j'aborde plusieurs possibilités techniques pour limiter l'emprise du juge sur l'ordre politique et social. Je ne vais pas les redévelopper ici, on pourra se revoir pour les développer. Vous avez présenté le livre. Et puis, ici, je veux vous parler des travaux de l'Observatoire des décisions de justice. L'Observatoire des décisions de justice est un organisme citoyen qui s'est donné pour objet d'étudier les dérives de la justice en général et ses dysfonctionnements. Alors, on le remontrera peut-être. L'Observatoire des décisions de justice a notamment produit un rapport sur démocratiser le Conseil constitutionnel, un rapport sorti en fin d'année dernière, que vous pouvez trouver online sans difficulté, qui aborde les moyens de corriger les dysfonctionnements en ce qui concerne le Conseil constitutionnel. Ces moyens, on peut en évoquer plusieurs. Parmi ceux-ci, il y aurait d'abord essayé d'écarter le copinage du Conseil constitutionnel. Il n'est pas acceptable d'avoir au sein du Conseil constitutionnel des gens qui ne sont que des politicards de bas étage. Il y en a. On pourrait à tout le moins exiger qu'ils aient un minimum de formation juridique. Est-ce qu'un CAPES d'histoire-géographie, sans dénaturer ou dévaloriser les dossiers, est-ce que ça donne une compétence pour examiner de la qualité d'un texte? Je ne crois pas. On pourrait déjà exiger que ces membres du Conseil constitutionnel soient des juristes et surtout peut-être qu'ils aient 10 à 15 ans de pratique juridique. Par pratique juridique, j'entends pas simplement être député ou sénateur, c'est une vision très partielle du droit. On pourrait avoir un délai de viduité, c'est-à-dire que il pourrait y avoir 10 ans entre l'exercice d'une fonction publique et l'accès au Conseil constitutionnel. On pourrait exiger un diplôme juridique. Voilà, ça déjà, ça ne changera pas la politisation des personnes. Si on regarde la Cour suprême des États-Unis, ce sont bien des personnes éminemment politiques qui intègrent la Cour suprême. Simplement, cela se fait d'une part sous le contrôle de l'opposition, et ce sont d'autre part des gens d'un haut niveau juridique, quoi qu'on en pense. Ça n'enlève pas l'idéologie ou la ligne, mais au moins, il y a de la compétence. On pourrait donc déjà écarter le Conseil constitutionnel du copinage, de la politisation amicale. Et puis, il devrait y avoir, ou il pourrait y avoir surtout la possibilité de limiter son rôle. Alors, en restreignant les normes de référence du contrôle, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ramener ce contrôle à la Constitution elle-même et non plus à ce bloc de constitutionnalité. Et puis surtout, on pourrait sans doute avoir un effet de filet ou de contre-filet qui pourrait permettre au Parlement de remettre explicitement la main sur la loi suite à une décision du Conseil constitutionnel. Cela existe aujourd'hui, on l'a vu en 1993 avec le droit d'asile, mais cela dépend exclusivement de la volonté de l'exécutif. On pourrait ici organiser les choses pour que le législateur puisse reprendre la main après une décision du Conseil constitutionnel. Je renvoie nos téléspectateurs aux dispositions de ce dossier, mais beaucoup de choses à faire.
En ce qui concerne le Conseil d'État, on est sur la même voie. Alors, je n'ai pu l'évoquer tout à l'heure, il faut le savoir que je rappelais qu'il y avait le Conseil d'État soutien de l'administration, appui du gouvernement, et le Conseil d'État juge. Il faut le savoir, au concret et au quotidien, les membres du Conseil d'État passent de l'un à l'autre. On peut être directeur de cabinet du ministre et demain juge administratif. Cela pose un véritable problème. Vient d'être installé le 21 mai le nouveau vice-président du Conseil d'État. Il ne faut pas se leurrer, on parle de vice-président, puisque symboliquement, c'est le ministre qui est président du Conseil d'État. Mais le vice-président, c'est le patron du Conseil d'État. Or, celui qui vient d'être nommé est l'ancien secrétaire général du gouvernement qu'il a été pendant 5 ans. Il a été ensuite préfet de la région Île-de-France pendant 7 ans. Ce n'est pas un véritable juge, c'est un politicien de l'administration. Il n'est pas élu, quelqu'un de brillant, rien à dire là-dessus, mais il n'est absolument pas légitime à juger du contentieux que l'on pense. Toutes les décisions prises par la région Île-de-France, il était préfet de la région Île-de-France, toutes celles qui viendront à être contestées devant la juridiction administrative ou qui le sont actuellement, il ne peut rien faire d'autre que s'en déporter. Il serait jugé parti, puisqu'il en aurait eu à connaître en tant que préfet de région. Même chose pour toutes les lois qu'il aurait accompagnées en tant que secrétaire général du gouvernement. Tout cela n'est pas sérieux. On a ici un juge administratif dont la faiblesse vis-à-vis des vœux du politique a été établie de longue date, un juge administratif qui cherche à mettre en avant ses propres intentions et qui poursuit une voie qui n'est pas celle du peuple français. Donc là aussi, de grandes réformes du Conseil d'État seraient à mener et certainement la plus saine serait de couper ce cordon ombilical entre le Conseil d'État et l'administration de l'État. Le Conseil d'État, juge administratif. C'est ça. Le juge administratif ne peut pas être celui qui prend des décisions de pouvoir. Ça devrait être autre chose, la Cour de cassation, une partie spéciale ou quelque chose. Une chambre administrative ou plusieurs chambres administratives au sein de la Cour de cassation, comme il y a des chambres civiles, des chambres sociales. Voilà. C'est ce qui. Et d'ailleurs, de nombreux pays dans le monde n'ont pas de Conseil d'État et on y respecte tout autant l'État de droit, je crois. Oui, tout à fait. Donc, en conclusion, en gros, ce pouvoir qui est énorme de ces cours, en fait, de ces hautes cours, et qui pourrait empêcher d'ailleurs un gouvernement populiste de gouverner, quoi. En fait, il y a des moyens et des solutions pour enlever ce pouvoir et rendre ce pouvoir aux représentants de l'État et donc au peuple français, quoi. Et arrêter cette République des juges. Il n'y a aucune logique à ce que ce système continue et aucune impossibilité de le changer. Voilà, peut-être pour garder un espoir, cette République des juges, c'est important de le garder à l'esprit, ne dispose que d'un pouvoir d'avant-dernier mot. Qu'il s'agisse du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel, le souverain en République, c'est le peuple, ce n'est pas le juge. Ah bah écoutez, on va arrêter sur cette belle parole. Merci Bertrand Saint-Germain pour cet exposé, tout à fait intéressant. Merci de votre invitation. Bah écoutez, et puis si vous avez aimé cette émission, likez-la pour qu'elle augmente dans le référencement. Abonnez-vous et très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci.